Bonjour à toutes et à tous. Merci de participer à ce colloque consacré à la nutrition et aux opportunités de marché qu'elle offre au secteur agroalimentaire et bien sûr aux marques de distributeurs. Je suis Olivier Bitoun, journaliste spécialiste grande consommation, et j'aurai le plaisir de vous accompagner jusqu'à 18h30, terme de cette manifestation. L'alimentation, c'est un sujet excessivement vaste, vous le savez. C'est la nourriture lorsque l'on parle du besoin physiologique. C'est la cuisine lorsque l'on parle du plaisir et lorsque l'on parle du lien social. C'est l'agroalimentaire lorsqu'on parle de l'économie. Et c'est bien sûr la nutrition lorsque l'on parle aussi de la gestion de son capital santé. Alors vous voyez, le sujet, encore une fois, est excessivement vaste. Et c'est un peu de tout cela dont nous allons parler aujourd'hui. Pour ouvrir cette manifestation, j'appelle tout de suite Sébastien Gillet, directeur général du salon MDD Expo. Alors Sébastien, je te passe un micro. Voilà. Donc Sébastien, bonjour. Bonjour, bonjour Donc, Eric. Bonjour, Olivier, c'est pas grave, je ne t'en veux pas. Je suis en plein montage, je suis désolé. Bonjour à tous. Donc merci de nous accueillir ici. C'est un plaisir. Donc voilà, MDD Expo, le salon ouvre demain. Tout à fait. Pour 2 jours, la 15e édition déjà. 15e édition déjà, et une belle édition qui se propose. Alors qu'est-ce qu'il y a à voir de nouveau sur le salon? Déjà 500 exposants. Oui. Il n'y a pas beaucoup de salons en France qui regroupent 500 exposants. Donc 35% d'exposants internationaux. Donc c'est aussi une première pour MDD Expo d'avoir autant de pavillons étrangers, des pavillons finlandais, des pavillons allemands, des pavillons chinois. Donc pavillon chinois. Pavillon chinois, voilà. Donc c'est aussi important parce que ça va apporter une diversité dans l'offre. En tout cas, c'est ce que nous demandent les distributeurs chaque année. Étonnez-nous. Donc on les a étonnés déjà sur la représentativité. Et puis bien sûr, des valeurs importantes du salon, l'innovation. Donc on a essayé encore d'axer beaucoup de choses au niveau de l'innovation, au niveau du salon, des animations qui vont bien sûr mettre en avant les produits des exposants. On a un salon premium, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on sait que les marques de distributeurs souffrent sur le marché, oui. pas que français, européen aussi. Mais le premium s'en sort quand même assez bien. Et en tout cas, MDD va bien sûr traduire au cours de ces 2 jours que le premium a encore de beaux jours devant lui. Oui, le bio, le terroir sont des valeurs en MDD qui fonctionnent, des gammes qui fonctionnent très bien. On en fait des parcours parce que c'est pareil aussi une demande de tous les distributeurs, enfin de tous les circuits de distribution une nouvelle fois, parce que MDD est né avec la GMS, mais aujourd'hui il n'est pas que la GMS. Tous les circuits de distribution sont concernés par MDD. C'est vrai qu'on en a fait des parcours bio, des parcours nutrition. La nutrition, je crois que c'est une thématique importante aujourd'hui. D'où le choix du thème aujourd'hui. Voilà, exactement. Nous, on essaie de se caler avec le consommateur. On a fait l'innovation, un colloque sur l'innovation il y a à peu près 2 mois, qui a bien fonctionné parce que c'est une thématique importante. Et on sait qu'aujourd'hui, la nutrition est au quotidien dans les têtes des industriels exposants, mais aussi industriels visiteurs et bien sûr des consommateurs. Donc on se devait en tout cas, avec ce colloque, de pouvoir en traduire sur 4 heures. Et puis une nouvelle fois, on a des intervenants de qualité. Et je tenais à remercier aussi une nouvelle fois tous nos partenaires. Alors déjà Nutri Marketing, bien sûr, qui est co-organisateur de ce colloque, et je tiens à remercier Sophie. Bien sûr aussi les différents partenaires comme la FCD, comme l'ANIA, qui sont aussi présents avec nous aujourd'hui. Qui interviendront tout à l'heure. Tout à fait, je ne veux pas tout dire parce que je sais voilà, tu me laisses quand même encore quelques scoops. Mais pour moi c'est important parce que sans eux le colloque n'existe pas. Et bien sûr les distributeurs Carrefour présents et aussi Sobeys, que je tiens à remercier parce qu'ils viennent de loin, du Québec. Merci à vous. Ah ouais, alors là, on vous prévient, vous avez vraiment une guest star. Hein. Excusez-moi, Mario, d'utiliser un anglicisme. Mais c'est important parce qu'un colloque comme celui-ci n'a de lieu d'être et n'a de tenue sans les intervenants, sans les partenaires. Et je crois que ça apporte en tout cas une vraie crédibilité. Bien sûr. Bon, super. Sébastien, merci. Merci à vous et puis je vous dis à tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Alors. Donc maintenant, eh bien, effectivement, Sébastien l'a déjà dit, je ne serai pas seul pour animer cet après-midi aujourd'hui, puisque j'aurai le plaisir de fonctionner en duo avec Sophie de Rénal, directrice marketing du cabinet Nutri Marketing. Donc Sébastien a déjà dit que tu étais partenaire du salon. Sophie, donc Nutri Marketing était partenaire. Donc 2 petites questions quand même. La première, c'est quelle est la nature du lien entre MDD Expo et Nutri Marketing, puisque ce n'est pas ton premier salon MDD Expo? Non, alors on a un lien très fort effectivement avec MDD Expo en particulier, avec les organisateurs notamment. Effectivement, on essaye d'apporter, nous, notre expertise en termes d'innovation alimentaire, en termes de communication en nutrition. Et effectivement, quand on nous a demandé si on pouvait organiser, du moins les aider à organiser ce colloque, c'était évidemment un gros oui. Bon. Et en plus, tu vas m'aider, donc, puisque régulièrement, chacune des parties, c'est toi qui ouvriras chacune des parties avec une mise en contexte. Donc voilà, donc tu seras là tout au long de l'après-midi. Et deuxième question, donc, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots, en quelques phrases, en quoi consiste l'activité de Nutri Marketing, nous présenter le cabinet?
Oui, alors Nutri-Marketing, on est spécialisé donc dans l'innovation alimentaire, la communication nutrition, donc on fait beaucoup de veille. La veille de nouveaux produits, nouveaux ingrédients, qu'est-ce que attendent les consommateurs, qu'est-ce qu'ils pensent, qu'est-ce qu'ils savent. La veille réglementaire, la veille scientifique, on va faire des présentations de tendances, on va guider des tours innovation dans les salons. Et puis bien sûr, on va, avec cette veille, aider nos clients à développer des produits nouveaux et puis faire toute la stratégie de communication en nutrition derrière. Donc toute la filière, de la veille jusqu'au développement produit. Exactement, et puis même la mise en mots pour le consommateur derrière. D'accord, ok, super. Bon, bah écoute Sophie, tu as le micro, je te propose de poursuivre puisque maintenant tu vas nous présenter quelques grands repères qui vont nous aider à faire le lien justement entre nutrition et santé. Oui, le but c'était de vous présenter en quelques slides vraiment très rapidement le pourquoi c'est important d'innover en nutrition. Alors on verra tout au long de l'après-midi à la fois d'un point de vue réglementaire, scientifique, les consommateurs, puis des retours d'expérience. Mais moi je voulais juste poser un petit peu un contexte. Hop, voilà. Donc effectivement, on est aujourd'hui à peu près 7,5 milliards de personnes sur la planète, 56% d'urbains. Malheureusement, pas tout le monde est en bonne santé. On a des gens qui sont sous-nutris, 800 millions, mais on voit qu'il y a 2 fois, voire plus de 2 fois maintenant, le nombre de personnes, donc 2 milliards 100 millions qui sont en surpoids ou obèses. Et puis donc forcément un corollaire, 382 millions de diabétiques. Et puis une population sur la Terre qui vieillit. Donc qui dit vieillissement de la population dit des personnes qui vont avoir des besoins nutritionnels accentués. Donc, bien sûr, tous ces gens-là vont être nos consommateurs de demain. Hein. En 2050, c'est 9 à 11 milliards d'individus selon les estimations. On sera 70% d'urbains, et ça, je vous demande de le noter. Enfin, je voudrais le souligner particulièrement parce qu'effectivement, le consommateur urbain ne consomme pas de la même façon qu'en zone rurale. Diabétique, vous voyez que c'est multiplié par 3 quasiment, avec 1 milliard. 3 milliards de personnes en surpoids ou obèses. Et puis, les sous-nutris, eh ben, ça va un peu dépendre des stratégies qui vont être mises en place au niveau mondial, bien sûr. Et par contre, bien sûr, la planète continue de vieillir avec plus de 2 milliards de personnes qui sont au-delà de 60 ans. Alors, bien sûr, les seniors, on essaye de mettre dans une grande case. Hein. Alors, c'est la ménagère de plus de 50 ans, ou alors c'est la personne dépendante, ou alors c'est la personne de plus de 75 ans. Ça dépend vraiment de si on est marketing, si on est scientifique, si on est médecin. Mais dans tous les cas, cette population-là va effectivement devoir nous intéresser particulièrement dans les années qui viennent. Donc, pour donner des ordres d'idées, hein, c'est aujourd'hui une personne toutes les 7 secondes meurt du diabète dans le monde. Donc vous voyez qu'à la fin de ce colloque, il y aura... c'est pas forcément des bonnes nouvelles hein, que je vais avoir à vous annoncer. Là, on va pas faire la conversion. Non, on va pas faire. Mais voilà, et donc une population qui grossit, notamment chez les enfants. Alors, on a une petite lueur d'espoir de la part de certains scientifiques qui nous disent mais c'est parce qu'en fait nos gènes n'ont pas suivi l'évolution rapide de notre environnement, et donc au bout de 3 générations, les gènes vont s'y faire et on sera de nouveau adapté à notre environnement si celui-ci ne se développe pas encore plus vite. Bon, donc dans 3 générations, rendez-vous dans 3 générations pour voir. Mais en attendant, voilà, il faut quand même essayer de faire quelque chose pour ralentir tout ça. Et puis, bien sûr, le vieillissement de la population avec effectivement une espérance de vie qui augmente, mais malheureusement pas forcément une espérance de vie en bonne santé. Avec, vous voyez, en Europe, une espérance de vie en bonne santé qui recule. Et en France, on a une espérance de vie en bonne santé un peu plus élevée que la moyenne européenne. Hein. Moyenne européenne, 75% d'espérance de vie en bonne santé. L'espérance de vie étant de 80 ans, 6 en moyenne. Donc ça vous laisse un quart de votre vie en moyenne santé. Alors les spécialistes en nutrition nous le diront peut-être tout à l'heure, mais idéalement il aurait fallu commencer in utero à s'occuper du problème. Donc pour tout le monde ici, on pourrait dire trop tard. Mais encore une fois, des lueurs d'espoir de se dire que on a, voilà, à chaque fois qu'on peut améliorer sa façon de consommer, sa façon de vivre, on se rajoute des années. Et donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle quand même.
Donc encore une chose toute simple, hein, moi je vais dire on nous bassine parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment le 5 par jour, on en a un peu ras-le-bol, hein, au moins de 5 fruits et légumes par jour. Néanmoins, d'après l'OMS, 1,7 million de vies sont dues à une sous-consommation de fruits et légumes dans le monde. 1,7 million de vies par an, c'est quand même énorme, simplement parce qu'on ne mange pas assez de fruits et légumes. Donc c'est vraiment, et l'OMS l'a placé, cette sous-consommation de fruits et légumes, parmi les 10 principaux facteurs de risque de la mortalité mondiale. Donc il y a vraiment quelque chose à faire, et sachant que évidemment, cette sous-consommation, ça entraîne des cancers, des cardiopathies, etc. Donc, encore une fois, beaucoup de choses à faire. Malheureusement, donc quelque part, tout ça, hein, je vous apprends entre guillemets rien, mais le consommateur, je dirais moyen, monsieur, madame, tout le monde, il est un peu perdu dans tout ça, parce que dans les années 80, on lui disait que le gras, c'était tout mauvais. Après ça, on lui a dit, il y a un bon gras, il y a un mauvais gras. Et puis maintenant, même le mauvais gras, il n'est peut-être pas si mauvais que ça, et on en a besoin quand même. On lui dit plus de fibres, plus d'oméga 3, mais évidemment, oméga 3, on ne lui dit pas que c'est du gras, puisqu'on lui avait dit qu'il n'en fallait pas du gras. On lui parle de RNG, d'AJR, c'est riche, c'est source, mais dans mon yaourt qui est source en calcium, c'est 15% de vos apports, mais alors où est-ce que je vais trouver les 85% qui me manquent? Enfin, il est un peu complètement perdu, et il a vraiment, je pense, besoin que tout le monde se mobilise. Et voilà, il en est là, le consommateur, notamment le consommateur français. Donc je pense qu'on est là cet après-midi pour essayer de trouver comment tous ensemble on peut améliorer cette situation-là. Merci beaucoup Sophie. On peut l'applaudir. Alors, tu l'as dit, effectivement, on se félicite à juste titre dans les pays riches de l'augmentation de la durée de vie, mais l'enjeu, c'est de vieillir aussi en bonne santé et pas simplement de vieillir tout court. Donc, ça va être l'enjeu de demain. C'est exactement ça, c'est-à-dire que vieillir vieux en mauvaise santé, ça va intéresser vraiment personne, et le consommateur d'aujourd'hui aimerait bien mourir en bonne santé si c'est possible. Tout à faire, puisqu'il faut mourir un jour. Alors, juste en complément de ce que tu as dit, je suis tombé sur une étude du cabinet McKinsey qui date de novembre 2014 et qui chiffrait les coûts de l'obésité. Donc, coûts directs et coûts indirects. Coût direct, c'est toutes les maladies associées, hypertension, maladies, problèmes ligamentaires. Et puis, coût indirect, c'est des problèmes d'arrêt de travail, etc. Et le chiffre pour la France seul était de 54 milliards d'euros par an, ce qui est vertigineux. Et au niveau mondial, c'était 2000 milliards par an, ce qui en faisait le 3e fléau en termes de dépenses après le tabagisme et après les morts violentes qui sont consécutives à des guerres, à du banditisme et à du terrorisme, malheureusement. Voilà, donc pour mesurer un petit peu l'enjeu qu'il y a derrière cette question. Catherine Renard, donc vous allez nous expliquer, nous montrer, nous démontrer même comment, à travers l'exemple du programme Optifel, eh bien, il est possible de développer, de concevoir des produits qui répondent à la fois aux besoins et au goût d'une population cible, pourvu qu'on se soit donné la peine d'aller la visiter sur le terrain et de faire remonter ses besoins. Donc c'est à vous. Merci beaucoup. Alors, ça va, les flèches. Voilà, donc je suis Catherine Renard, je suis directrice de recherche à l'INRA et je suis la coordinatrice du projet européen Optifel. Optifel, ce sont des produits alimentaires optimisés pour les personnes âgées, et ce sont des produits alimentaires à base de fruits et légumes optimisés pour les personnes âgées. Donc là, je vais vous présenter en quelques diapositives ce qui nous a motivés pour se lancer dans le projet Optifel. Sachant que dans mon laboratoire, on est plutôt des technologues des fruits et légumes que des nutritionnistes ou des gérontologues. Et comment on s'est organisé, et j'ai quand même mis quelques petits résultats à la fin pour montrer vers quoi on va. Alors, le projet Optifel, c'est parti d'une conviction forte qu'on avait avec mes collègues, et aussi une conviction citoyenne, je dirais, qui est que parmi les nombreuses voies pour améliorer l'alimentation des seniors, l'aspect offre alimentaire est encore insuffisamment exploré, c'est-à-dire qu'on voit que les offres alimentaires qui vont se développer d'un point de vue plutôt nutritionnel et médical n'intègrent pas forcément l'aspect plaisir, qui est quelque chose qui va être plus pris en compte au niveau des industries agroalimentaires. Et on se retrouve en fait avec un espèce de gap entre des produits qui sont bons pour la santé mais pas forcément très bons à manger,
et souvent un petit peu monotone quand on est dans des structures collectives qui ne sont pas adaptées au goût individuel. Et puis d'un autre côté, des produits alimentaires qui sont faits pour la population générale et qui ne remplissent pas les besoins nutritionnels des personnes âgées. Donc le but du projet, c'était bien de construire un pont entre le soin et l'alimentation, et de façon, je dirais, plus opérationnelle, de concevoir, élaborer et valider des produits alimentaires, donc à base de fruits et légumes, optimisés pour les personnes âgées. Donc c'est un projet qui a commencé en 2013. On est à peu près, on vient de passer les 2/3. Donc on a fait la partie concevoir et préparer. On est en train de passer à la partie valider ces produits alimentaires. C'est un projet européen qui dure 3 ans et demi avec une subvention de 3 millions d'euros et 26 partenaires. Donc j'ai mis les logos des partenaires. C'est un partenariat qui est assez varié puisqu'on va depuis des PME productrices de produits alimentaires. Il y a également des gens qui sont plutôt dans l'organisation des repas pour les maisons de retraite, par exemple, comme Casamas. Et puis, on va aller jusqu'à des académiques et en particulier des médecins gériatriques. Je ne me rappelle plus comment on s'appelle. Gérontologue. Gériatre. Donc la démarche adoptée dans le projet Optifel, c'est d'abord de faire un bilan des différents besoins, donc les besoins nutritionnels et physiques des personnes âgées, mais aussi leurs attentes alimentaires, essayer de prendre en compte l'évolution du goût avec le vieillissement, puisqu'on sait on pense qu'on a une diminution de la perception des sensations de goût. Et puis également prendre en compte la vulnérabilité accrue de ces personnes par rapport à la population générale et d'utiliser ça pour concevoir des produits alimentaires spécifiques en prenant en compte la composition en nutriments, le goût, en prenant en compte également la texture, puisque une des plaintes qu'on peut avoir, c'est des textures qui vont être trop dures, trop résistantes pour les personnes âgées, et également en prenant en compte des aspects un petit peu plus globaux, comme le contrôle microbiologique, de façon à avoir des aliments qui soient effectivement sains et sûrs. Les aspects de packaging, qu'est-ce qui peut être un vrai packaging facile à ouvrir, adapté pour les personnes âgées. Et puis, comme on travaillait pas mal sur le portage à domicile, quels sont les choix que l'on peut faire en termes de portage à domicile. Et donc, le but de l'opération, c'est d'améliorer la qualité de la vie, retarder la perte d'autonomie, de façon à permettre aux gens de vieillir en bonne santé et de continuer à profiter de la vie. Alors, que pourraient être ces fameux produits adaptés pour les personnes âgées? Donc, la première chose qu'on a mis en avant, c'est leur attractivité, c'est-à-dire des produits qui aient un goût qui corresponde aux souhaits des personnes âgées et un goût qui soit adapté en termes de sensations, de la perception des sensations. Quand on a fait dans le cadre du projet une enquête, et une des plaintes, c'était de ne pas pouvoir avoir des produits adaptés à son propre goût. Donc on a essayé de réfléchir à comment varier les produits et les présentations. Donc l'intérêt des fruits et légumes, qui sont des produits qui sont à la fois variés en termes de goût, de couleur, etc., qui sont dans le répertoire alimentaire des personnes âgées, au moins pour l'instant, et qui sont un vrai besoin nutritionnel, les fameux 5 fruits et légumes dont on vient d'entendre parler. Les aspects de texture en lien avec la déglutition et la mastication, sachant qu'on est là sur quelque chose qui est assez pointu, puisqu'il faut à la fois que ce ne soit pas trop dur, mais il faut aussi que ce soit cohésif, que ça devienne de plus en plus cohésif quand les personnes ont des difficultés à avaler. La densité nutritionnelle, les personnes âgées ont tendance à manger de moins en moins, donc on peut se permettre de se lâcher un peu sur le gras et sucré, mais également un enrichissement important en protéines. Se pose la question de la digestibilité des protéines, puisqu'il faudrait optimalement qu'elles soient vite digérées, vite absorbées, et les micronutriments, en essayant de faire en sorte que ce soit préservé jusqu'à l'assiette. La sécurité, en particulier les risques liés à la remise en œuvre des produits à la maison ou dans les maisons de retraite. La praticité avec un vrai emballage à ouverture facile, avec des étiquettes qui soient lisibles. Et ça, quand on commence à moins bien voir, on voit pourquoi c'est important de faire attention à cette lisibilité.
et des portions qui soient adaptées aux possibilités de consommation des personnes âgées. Puis donc une réflexion sur le portage à domicile. Donc le projet est organisé en un concept avec 5 tâches spécifiques. La première tâche était de faire le bilan et d'apporter des connaissances sur les besoins et les attentes des personnes âgées et des personnes qui s'en occupent. Utiliser cela pour traduire cela en propriété, en composition des produits, des emballages. Donc tout ça, c'est des choses qui sont faites. Développer des procédés et des emballages, préparer des produits. Et nous sommes rendus aux 2 derniers points. Donc, quels sont ces produits, bien vérifier qu'on a obtenu les propriétés qu'on souhaitait, et puis vérifier qu'ils soient acceptés par des personnes âgées. Donc des personnes âgées, à la fois des personnes âgées indépendantes qui sont capables de venir dans nos laboratoires pour nous donner leur avis, mais également des personnes âgées qui sont en portage à domicile ou qui sont dans les maisons de retraite, de façon à prendre en compte une large gamme de capacités des personnes. Donc, si on revient sur les buts, on est sur définir, proposer et valider des produits à base de fruits et légumes, permettant une meilleure nutrition alliée à un plaisir à manger. Donc, l'élaboration d'aliments innovants à base de fruits et légumes, et en particulier des produits qui sont enrichis en protéines, avec donc quelques défis, dont des choses qu'on n'a pas réussi à faire, parce que mettre beaucoup de protéines dans un produit sucré, ça s'est avéré assez difficile. Des prototypes qui seront validés par les personnes âgées. Donc ça, c'est rendez-vous dans 6 mois à 1 an. Des spécifications technologiques pour les aliments adaptés, c'est-à-dire que ce qu'on a appris au début du projet, on va essayer de le transmettre par des fiches pratiques et des choses de ce genre-là. Et puis donc des spécifications pour des modes de distribution améliorés en termes de sécurité et également en termes de coûts environnementaux. Donc on se retrouve avec au cœur de ce projet des aspects d'innovation, avec des connaissances à la fois pour des industriels, donc des spécifications fonctionnelles, des guides, des produits qui soient mieux acceptés, des objectifs technologiques avec l'utilisation de procédés et d'emballages innovants et adaptés, les modes de préparation, et puis également des connaissances scientifiques, parce que finalement, on ne connaît pas si bien ce qui se passe chez les personnes âgées en termes d'évolution des perceptions, en termes d'évolution des capacités physiques et en particulier de la capacité à manger, et puis mieux comprendre ce qui arrive en termes de texture, les nutriments et le risque. On va passer un peu là, parce que je pense que je suis un peu longue là. On avait encore 2-3 minutes. Alors j'ai présenté quelques exemples de résultats. Donc on a conduit une enquête sur 460 personnes âgées dans différents pays, en France, en Finlande, en Pologne, en Espagne, au Royaume-Uni, et je n'ai pas les résultats là, mais en Turquie. Et on a demandé sur toute une liste de fruits et légumes, on leur a demandé ceux qu'ils préféraient, ou plutôt ceux qu'ils n'aimaient pas. Et on leur a demandé comment est-ce qu'ils préféraient les manger. Et ce qui permet de proposer à la fois une liste globale où on voit qu'il y a des produits qui sont appréciés dans tous les pays. Alors, qu'est-ce qu'on n'aime pas en France ? Quels sont les légumes qui ne sont pas appréciés ? Alors, en France, je ne sais pas pourquoi, mais effectivement, c'est quelque chose qui a beaucoup de goût. Le fenouil est particulièrement peu apprécié. Et on retrouve en bas de la liste des produits comme les carottes. Des produits... parmi les plus appréciés, d'accord. Parmi les plus appréciés. Là, j'étais plutôt étonné. Voilà. Donc, voilà. Et on va trouver des pays où, par exemple, l'artichaut était... Oui, ça, c'est un peu comme le fenouil. Et sur les 5... C'est des souvenirs d'enfance, là, peut-être. Oui, et puis on a pas mal de pays européens où, en fait, les gens ne savent même pas ce que c'est. C'est ce qui m'a étonnée. Enfin, on a demandé, est-ce que vous savez ce que c'est, voilà. Et donc, en particulier, j'ai la liste des produits pas connus en Finlande. Elle fait au moins 10 légumes ou 10 ou 15 légumes. J'étais très impressionnée sur... est-ce que vous êtes familier ? Ben non, je connais pas. Alors, ces gens, ils connaissent pas le fenouil. Effectivement, ils connaissent pas les épinards en salade. Ils connaissent pas, voilà, tout un tas de...
on voit Après, qu'il y l'offre n'est a peut-être pas une exactement offre la qui est même d'un toute, pays à l'autre oui, aussi. qui est assez La restreinte. Finlande est quand même très au nord. Oui, c'est pas ils ont des, peut-être pas c'est tout. pas des gros consommateurs Les de tomates légumes. ont plus de mal à arriver, je pense. Oui. Et puis, bon, des choses un peu étonnantes, parce que par exemple, les betteraves crues sont des produits qui sont très appréciés en Espagne et pas du tout en Pologne, alors qu'a priori, c'est des produits qui sont plus consommés en Pologne qu'en Espagne. Donc voilà, il y a des choses encore un peu à... Là Des aussi, mystères. là aussi, c'est peut-être des mauvais souvenirs d'enfance. C'est possible. La Pologne, Voilà. ils ont malheureusement mangé beaucoup de betteraves. Oui. Et donc, on a aussi regardé quels sont les modes de cuisson préférés. Avec, on voit souvent apparaître les soupes comme étant des choses qui sont bien appréciées et les produits qui sont cuits au four. Après, il y a les Anglais qui aiment bien quand c'est cuit à l'eau. Enfin, on voit toute une série d'options. Les modes de mise en œuvre. Mode de mise très en variés. œuvre. Et c'est des listes qui sont a priori intéressantes en termes de choix de produits. Et puis, donc, le mode de distribution. On a essayé de comparer quel était le coût environnemental et le coût financier des différents scénarios. Donc maison de retraite, cuisine locale, maison de retraite, cuisine centrale, portage à domicile, cuisine centrale et courses au supermarché. Alors en règle générale, ce qui est le plus économique, c'est la maison de retraite cuisine locale. Et ce qui est amusant, c'est que dans le portage à domicile, on voit qu'il y a vraiment un effet de la distance. Et ça, c'est des choses qui sont importantes pour plutôt pour les services sociaux qui ont à organiser ce genre de service de portage à domicile, de prendre en compte la taille de leur bassin en termes d'organisation des tournées. Voilà, donc sur Optifel, si vous voulez en savoir plus, on a un site web qui est assez bien fait. Et si vous avez du temps, la semaine prochaine, on organise à Avignon une journée sur les aliments pour les seniors. Donc, quels aliments pour quels seniors? Donc, avec plusieurs projets dans lesquels l'INRA participe de façon importante. Donc, à la fois le projet Optifel et des projets ANR, Renaissance et Alimasens, qui tous les deux se posent la question de ce que peut être une offre nutritionnelle adaptée pour les seniors. Merci beaucoup, Catherine Renard. Alors, si vous avez des questions pour Catherine Renard, vous pourrez les lui poser dans un instant, puisque on va avoir un échange avec Béatrice de Rênal aussi. Moi, j'avais juste une ou deux petites questions. Vous avez dit que donc il y avait développement de produits. Combien de produits avez-vous développé à date, à peu près? Alors, on est pour l'instant à 6 produits développés, sachant qu'à chaque fois, c'est 6 types de produits. 6 familles de produits. 6 familles de produits, avec à chaque fois des variantes en termes de composition et en termes de texture, d'aromatisation. Et les familles, quelles sont-elles? Alors, les familles, on a développé des desserts à base de pommes enrichis en fibres, en calcium et en minéraux. On a développé donc des soupes enrichies en protéines, de la purée de carottes enrichie en protéines, Je vous fais réviser. Hein. Vous n'avez pas de notes, là, c'est dur. Comment ça s'appelle? Des produits pour des espèces de sauces. Des aides culinaires. Des aides culinaires, voilà. On est un peu préparé. Hein. Des aides culinaires, donc à nouveau enrichis en protéines, et également des smoothies enrichis en vitamines et minéraux. D'accord. Et est-ce que des industriels peuvent encore rejoindre le programme, ou est-ce que maintenant c'est bouclé, vous allez jusqu'au bout? Oui. Là, c'est vraiment fini. Les produits sont fabriqués. On est vraiment dans la phase de validation par des personnes âgées qui va se poursuivre de façon assez intense jusqu'au mois de juin. Et donc pour nous, vraiment, là, on est sur la phase de validation. Oui. Profitez-en. C'est le moment. Lancez un appel. Et vous disiez que les produits allaient être testés dans 6 mois auprès de personnes âgées. Oui. Et quand pourrait-il être vraiment mis en distribution en conditions réelles dans les maisons de retraite ou auprès de personnes âgées à domicile, comme vous l'avez expliqué? Alors, sur les purées, soupes, sur les produits soupes et aides culinaires,
c'est des produits qui sont prêts en fait, D'accord. qui seraient a priori qu'il est a priori pourrait mettre possible sur le de marché. mettre sur le marché. La soupe de carottes enrichie en protéines a, à mon avis, encore besoin d'un petit peu de travail. Les smoothies, c'est des produits qui sont tout à fait acceptables, mais à mon avis, qui ne sont pas forcément adaptés à la cible personnes âgées, au moins en France. D'accord. Il y a des pays où c'est pas les mêmes habitudes alimentaires, tout simplement. Et donc là aussi, c'est des produits qui sont pas tous, mais certains sont aussi prêts à la commercialisation. On a eu une grosse déception sur les morceaux de pommes, où ça n'a vraiment pas marché. Voilà, c'est des produits qui sont relativement avancés en termes de Et développement. qu'est-ce qui fait qu'ils ne sont pas encore vraiment sur le marché, justement? Il faut tester déjà auprès de la population. Il faut vous avez dit. tester auprès de la population, et puis de façon à ce que ce soit vraiment des produits qui vont être validés. Et puis après, ce sont les stratégies de nos partenaires. D'accord. Ok. Bon, très bien. Bon, il y aura peut-être des questions dans la salle. Alors, Béatrice, on l'a vu, donc Optifel est un programme qui s'adresse aux personnes âgées, avec donc, voilà, des développements spécifiques de produits. Est-ce que ça aurait sens, une démarche analogue, avec d'autres cibles de population? Alors, des nourrissons, peut-être déjà, est-ce que ça existe, hein, les urbains, des sédentaires, voilà, enfin, d'autres cibles de population comme ça, le même type de démarche? Oui, alors bien sûr, tout ce type de démarche peut être adapté à toutes les catégories de consommateurs. Ceux qui sont, j'allais dire, dans situation de stress ou d'urgence, donc par exemple les bébés, ou alors les gens qui sont malades, ou les sportifs aussi, où la nutrition est un générateur d'anxiété. Et puis bien sûr les seniors. Donc pour toutes ces populations qui ont des besoins vraiment spécifiques, on peut tout à fait faire ce même type de démarche. Je voudrais juste souligner quelque chose. Quand Catherine vous dit les produits ont été testés, ça veut dire qu'en fait ce qu'on cherche à savoir, c'est est-ce que le produit est accepté et consommé par la cible? Bien sûr, c'est la moindre des choses, mais surtout est-ce que c'est efficace, c'est-à-dire est-ce que la personne profite de ce que nutritionnellement le produit lui a apporté. Oui, donc là, c'est dans le temps qu'il faut regarder les résultats. Alors oui, mais ça veut dire que le test, il est vraiment nutritionnel à grande échelle. Alors qu'en général, quand vous faites des produits, vous les testez, c'est-à-dire vous cherchez juste à savoir s'ils sont enlevés des rayons. Là, on cherche à savoir s'ils ont une efficience nutritionnelle, ce qui est bien plus intéressant nutritionnellement. Bon, moi, je suis nutritionniste, hein, c'est un peu ma maladie, la nutrition, mais globalement, ça veut dire qu'on cherche quand même une efficience. Alors après, la nutrition, si vous voulez, en fait, moi, je pense qu'il y a deux façons de le voir. Soit vous dites c'est de la nutrition qui est visible à l'œil nu, donc typiquement ça, ou par exemple quand vous achetez du lait pour bébé, eh bien, vous voyez un peu l'étiquetage nutritionnel, c'est de la chimie lourde finalement, hein, il y en a plein, il y a plein de choses dedans. Et en réalité, plus le cas de la personne est délicat, donc le bébé, le senior, le sportif, etc., plus vous avez le droit d'afficher la nutrition. Au contraire, plus elle est technique, mieux c'est, parce que c'est valorisant pour l'acheteur, pour le consommateur, etc. Et à contrario, vous avez une nutrition qui doit être là, mais qui vit beaucoup mieux lorsqu'elle est cachée. Donc typiquement, le camembert de Normandie, lorsqu'il s'allège, quand un camembert allégé, ça, il ne faut surtout pas le dire. Vous voyez, alors, il faut le mettre tout nu sur un plateau, là, ça va, mais quand il est habillé, non, ça, c'est politiquement incorrect, en France en tout cas. Donc ça veut dire que la nutrition, il faut voir, est-ce qu'elle peut se montrer? Est-ce qu'elle a un avantage à se montrer, ou est-ce qu'elle a un avantage à être là mais sans se montrer? Donc voilà, il faut un peu jouer sur les deux tableaux. Donc tout dépend de la catégorie de produits et de consommateurs que vous ciblez. D'accord. Catherine, est-ce qu'il y a d'autres catégories de population sur lesquelles vous avez prévu à l'INRA de travailler dans la même ligne que ce que vous venez de faire, enfin, Optifel, un programme Optifel pour d'autres populations? Alors on a depuis longtemps des travaux plutôt sur la population jeune. Donc Jeunes, sur c'est-à-dire les nourrissons et D'accord. les enfants, en particulier en lien avec ces questions de 5 fruits et légumes par jour et l'interaction entre la mère et l'enfant, comment elle va participer à la mise en œuvre des habitudes alimentaires en espérant que ce soit de bonnes habitudes alimentaires. Donc ça, c'est des choses qui sont faites, qui sont déjà faites depuis pas mal de temps. Oui. La cible senior, c'est des choses qu'on a commencé à travailler il y a moins longtemps, en fait. Oui, allez-y.
effectivement, alors, les seniors existent depuis moins longtemps que les jeunes, hein, parce qu'en fait, avant, ils mouraient. Donc voilà. Oui. Maintenant, on fait attention à eux. C'est devenu un sujet, c'est vrai, dans nos sociétés, voilà, Voilà. avec Et puis, le si vous voulez, vieillissement de la quelque part, population. on est tous un peu concernés par les seniors. Hein. À un moment donné, on va bien y aller. Donc, bon, forcément, on prépare notre avenir quelque part. Hein. Voilà, c'est ça. C'est intéressé, en fait. Voilà. Mais en dehors de ça, c'est vrai que après, ce qui est bien plus important, évidemment, pour la population humaine, c'est de s'intéresser aux enfants, voire même mieux que ça, à la maman lorsqu'elle elle prévoit d'avoir un enfant, parce que maintenant, on sait que d'un point de vue épigénétique et d'un point de vue, ce qu'on appelle l'empreinte métabolique, fait que la santé du papa et de la maman, le papa Ne me compte montrez quand pas même. du doigt. Non, mais il n'y a pas que les femmes là-dedans. Le papa compte aussi, hein. Même s'il y est pour, après tout, pas grand-chose, parce qu'on lui demande juste une petite cellule, mais n'empêche que c'est quand même important. Et donc, on sait aujourd'hui que tout ça porte pas mal de caractères qui vont après impacter sur la santé du futur adulte et évidemment du futur senior. Donc, en fait, le plus tôt est le mieux. D'où l'intérêt de pouvoir faire de travailler sur cette population-là, donc mère-enfant, mais en réalité, on devrait dire papa, maman et le bébé, et le futur bébé. Et puis après, d'accompagner cet ensemble-là dans les premières années de la vie, parce qu'on le sait aussi que l'exemple paternel, alors paternel des deux parents, est très important pour la santé du futur adulte. Donc évidemment de l'enfant, mais surtout du futur adulte. Alors, vous ménagez une transition vers ma question suivante. J'allais vous demander où est-ce qu'il y a le plus d'efforts à faire aujourd'hui. Est-ce que c'est au niveau de l'offre alimentaire, justement, donc des produits? C'est ce que fait le programme Optifel. Est-ce que c'est au niveau des habitudes alimentaires? On nous dit qu'il faut effectivement, là encore, dans les préconisations, pas de grignotage entre les repas, etc. Ou est-ce que c'est au niveau même peut-être encore la couche, je dirais, la plus profonde, la culture alimentaire? C'est-à-dire que pour certaines civilisations, la nutrition, c'est simplement l'alimentation. Pour d'autres, c'est du plaisir. Pour d'autres, c'est du partage, etc. Donc, où est-ce qu'il y a le plus d'efforts à faire? Je pense qu'il y a le plus d'efforts à faire, à porter sur le changement des habitudes de consommation, puisque aujourd'hui, on ne mange pas du tout de la même façon que nos parents, et encore moins que nos grands-parents. Or, jusqu'à présent, les nutritionnistes ne s'occupent pas trop de tout ça. Ils travaillent, ils ne regardent pas dehors. Il faut aller voir les gens dans les supermarchés, chez eux, comment ils mangent à table, comment ils cuisinent, comment ils détruisent, entre guillemets, on dit détruire ce qu'ils ont acheté. Parce que, en réalité, lorsque vous dites pas de grignotage, bientôt, ça va être une assertion qui va être complètement idiote dans la mesure où on est obligé de grignoter. Je veux dire par là que on va réduire les prises alimentaires traditionnelles et on va faire des encas. Donc, ce ne sera pas du grignotage compulsif, maladif, la nuit, etc. Et coupable, mais, oui. et coupable. Ça sera au contraire des prises alimentaires qui vont être, disons, espacées dans le temps à mesure de vos vies. Donc, aujourd'hui, nos vies ont changé, nos vies actives ont changé, et bien forcément l'alimentation change. Et aujourd'hui, l'alimentation de l'adulte bien portant actif, dont nous sommes tous, je pense ici, est finalement mal connue du nutritionniste, puisque nous, on sait ce qu'on a appris dans les bouquins. Les bouquins, ils ont déjà un âge, donc voilà. Alors, il faut se réintéresser à ça, et surtout donc ces modes de vie. Eh bien, aujourd'hui, pour une femme qui n'a plus que 1800 calories d'apport nutritionnel par jour, comment elle se débrouille pour avoir ses apports en fer de 14 mg par jour, alors qu'avant, quand elle mangeait 2500, 2800 calories, ça va. C'était naturellement, ça arrive. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a un apport nutritionnel qui s'amoindrit. Et qu'est-ce que je fais avec le reste? Alors, est-ce que je suis obligée d'avoir... Il faut compenser. Il faut faire quelque chose, en tout cas. Donc, ça veut dire que est-ce qu'il faut que je mette au point des aliments qui sont naturellement riches en fer ou autre chose? Ou est-ce qu'il faut que je m'adonne à des compléments alimentaires? Ou est-ce qu'il faut avoir des produits enrichis? Ou est-ce qu'il faut X, Y, Z? Donc voilà. Alors tout ça, en fait, effectivement, il faut s'intéresser à tout ça. Et puis après, il y a évidemment beaucoup d'autres sujets. Mais en attendant, une chose est sûre, c'est que le consommateur français, lui, la nutrition l'intéresse. Et de plus en plus, ce sont les hommes qui sont intéressés par la nutrition et pas seulement les femmes. Les hommes, eux aussi, veulent maintenir leur poids de forme. Ils savent que le poids de forme est important pour eux. Ils savent que leur performance intellectuelle, physique, mentale, etc. est liée à ce qu'ils vont manger, boire, fumer, etc. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui... Il y a une prise de conscience globale. Voilà, les gens ont une connaissance en nutrition qui n'a cessé de croître. Donc, eh bien, aujourd'hui, il faut accompagner les produits avec ça. Et aujourd'hui, les produits, ils sont encore un peu à la ramasse derrière. Ah, bon, alors, la démarche, oui. Sophie, vas-y, si tu veux intervenir.
Non, juste une question, parce qu'effectivement, sur cette connaissance en nutrition, il y avait une étude très intéressante qui a fait un comparatif entre les États-Unis, le Québec justement, et la France, et qui montrait en résumé que plus les gens étaient informés en nutrition et plus ils étaient gros finalement, donc les Américains. Comment on l'explique et comment on peut changer ça, ou du coup est-ce qu'il faut rester ignare et... Alors, en fait, on l'explique parce que quand on est trop gros, on fait attention à ce qu'on mange. Donc, forcément, on s'intéresse plus à la nutrition quand on est trop gros que le mal est fait. Pardon. Et alors que quand tout va bien et on s'en fout un peu, quoi. Donc, là, ça, c'est la première réponse. Et puis après, c'est vrai que de toute façon, quand on a des patients en consultation, on ne va pas commencer à leur faire un cours de biochimie de la nutrition pour leur expliquer ci et ça. On va leur dire, vous mangez un fruit le matin, un fruit le midi, un fruit le soir. Ça va, c'est clair. Et si vous avez loupé celui de midi, c'est pas grave, vous le mangerez le soir, vous le mangerez le lendemain. Bon, il ne faut pas non plus en faire une maladie, une coqueluche, parce qu'on n'a pas fait ci ou ça. Donc en fait, je pense que de toute façon, il vaut mieux avoir une éducation alimentaire plutôt que des cours de nutrition biochimique ou que ce soit. Donc voilà, il faut retrouver le bon sens. Et de toute façon, la seule personne qui sait ce dont vous avez besoin en termes d'alimentaire, c'est vous. Parce qu'on n'est pas tous pareils, donc vous avez besoin et vos goûts vont vous pousser vers un certain comportement alimentaire. Donc après, à vous de savoir si ce comportement alimentaire est bon pour vous ou est-ce qu'il est dévié par autre chose, enfin des accidents, j'allais dire, sentimentaux ou autre chose. Hein. Mais ça veut dire qu'en principe, chacun d'entre nous doit savoir ce dont il a besoin. Donc après, c'est à nous de mettre à disposition des aliments qui sont mieux et qui sont plus adaptés. Aujourd'hui, quand vous voyez que le jambon dit de Paris, que vous trouvez donc évidemment partout, dans tous les réfrigérateurs de tous les Français, eh bien ce jambon, il fait aujourd'hui 3% de matière grasse en moyenne, 3 à 5% de matière grasse, alors qu'il y a 20 ans, il faisait 17% de matière grasse de façon courante. Et donc il s'est allégé tout seul, sans le dire. Pourquoi? Mais simplement parce que par goût, on n'avait pas envie, plus besoin de 17% et qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin que de 3% de matière grasse. Ça a été pareil pour la compote, ça a été pareil pour pas mal de produits qui ont baissé le sucre, baissé le gras, baissé le sel de façon naturelle. Donc vous voyez que finalement, le bon sens là-dessus avait pris le dessus. Il y a eu un peu d'action de communication gouvernementale aussi, des pouvoirs publics. Là, c'était avant que le gouvernement intervienne. Bon. C'était avant le PNLS. Catherine, une question peut-être. Béatrice vient de parler de bon sens des consommateurs par rapport à leur alimentation, mais est-ce que c'est pas quand même parfois un peu compliqué aussi pour eux? Il y a des aliments complexes de plus en plus. J'ai vu un exemple qui m'a beaucoup amusé. Quand on mange une pizza, c'est vrai que c'est compliqué. Dans une pizza, il y a de la sauce tomate, il peut y avoir de la charcuterie, il y a de la pâte à pain, il y a du fromage et effectivement, il y a des légumes. C'est vrai. Mais bon, qu'est-ce que le consommateur fait face à une pizza finalement? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Alors, d'abord, qu'est-ce qu'il fait face à quelle pizza? Parce que voilà. Là, on est typiquement dans le type de produits qui sont des produits complexes, préparés industriellement. Et on en mange de plus en plus. Dans lequel vous allez avoir une très large gamme de compositions. Entre la pizza à pâte épaisse, avec dessus beaucoup de fromage, et une pizza dans laquelle vous allez avoir peut-être un peu plus de légumes ou de voilà, vous avez vraiment, c'est vraiment le type de produit sur lesquels je suis désolée, mais il faut penser à regarder l'étiquetage et être conscient de ce qu'on mange. Bon, après, vous dites qu'on en mange de plus en plus. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé à en manger tous les jours. Il faut voir si c'est un produit plaisir, quelque chose qu'on va manger dans une circonstance exceptionnelle avec des amis et en regardant le foot, par exemple. Ou est-ce que il faut pas pour autant manger de la pizza tous les jours. Il y a toute une question de variété de l'alimentation. Il y a des collègues qui disent qu'il faut manger de toutes les couleurs. Voilà, quelque part, avoir une variété d'alimentation permet aussi de mieux adapter son alimentation à la nutrition. Puis moi, je crois qu'il y a aussi quelque chose qui est important, qui est tout ce qui est l'aspect des normes sociales, d'avoir des repas qui sont structurés et qui ont effectivement, de façon intrinsèque, qui soit naturelle en quelque sorte, automatique, la force des habitudes de consommer une alimentation adaptée à ses besoins nutritionnels.
Et l'équilibre alimentaire, ce n'est pas simplement une affaire de composition des produits, on est bien d'accord. Hein. Il y a une question de fréquence, il y a une question de portion. C'est un élément, vous l'avez dit déjà tout à l'heure, important. Les besoins alimentaires ont changé au cours du temps. Il y a aussi des questions effectivement d'équilibre, enfin, de travail, d'activité physique au regard. Comment est-ce qu'on... Là, c'est plus une question donc, d'éducation. C'est évidemment une question d'éducation. En fait, moi, je pense que c'est une erreur de mettre en opposition la nutrition et le plaisir. Parce que pour moi, le plaisir, enfin pour les nutritionnistes, le plaisir, c'est une sensation que vous offre votre corps lorsque vous lui donnez ce dont il a besoin. Donc, je prends pour exemple, voilà, c'est midi, vous avez envie d'un bon steak, vous commandez un steak. Alors là, vous bavez tel le loup dans Duffy, je sais pas quoi là. Et puis la première bouchée, elle est extrêmement délicieuse, la deuxième, elle est délicieuse, la troisième, elle est très bonne, la quatrième, elle est bonne, la cinquième, et la septième, bof. Et puis là, après, vous arrêtez. Donc ça veut dire que le plaisir va décrescendo. Et après, vous allez prendre un plat de légumes, la première bouchée sera excellente, etc., etc. Donc ça veut dire que le plaisir, c'est le moteur de votre satisfaction nutritionnelle. Partant de là, il est évident que si vous voulez mettre quelqu'un au régime, ça ne marchera jamais parce que le régime, par définition, va être punitif, en tout cas vécu comme ça. Et souvent, on va lui donner des trucs qui sont un peu burky. Si finalement vous dites à la personne, bon voilà, vous mangez comme ça, voyez, on va enlever ça, et ça va rééquilibrer, et puis vous allez retrouver votre poids de forme normale. Eh bien, vous prenez du plaisir, vous avez un équilibre alimentaire, vous avez un poids corporel qui est le vôtre, qui n'est pas celui qui est dans le match, là, mais c'est le vôtre. Et donc, tout va bien, vous serez en bonne forme pendant longtemps et tout ira bien. Donc, ça veut dire que la nutrition, ce n'est pas simplement une composition des aliments, ce n'est pas seulement la façon dont vous mangez ou la quantité, c'est aussi une façon d'appréhender votre environnement, votre vie, votre avenir, etc. Donc, tout ça a un sens, c'est le sens nutritionnel, c'est le bon sens nutritionnel. Oui, Catherine. Sachant qu'il y a aussi, vous avez parlé de la question de la taille des portions, et on voit que, en fait, il faut être capable d'écouter son corps et de dire c'est bon, là, j'ai fini. Et c'est quelque chose sur lequel on se laisse assez facilement abuser. Il y a eu pas mal d'expériences où si on vous donne un bol de soupe qui se remplit par en dessous, les gens, sans s'en apercevoir, vont manger beaucoup trop. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit sur l'évolution des tailles de portions. Très souvent, les tailles, on va vers des portions de plus en plus grosses, et parce qu'on nous a appris qu'il fallait rien laisser sur son assiette et pas gaspiller. Voilà, il y a aussi des questions à se poser sur quelque chose qui est... oui, mais c'est pas que l'éducation, c'est quelque chose qui est structurel et structurant. Quand on va manger quand on va en restauration collective, il y a des tailles de portions qui sont prescrites. Voilà. Oui, allez-y. C'est vrai que la satiété, ce n'est pas seulement une sensation qu'on a dans l'estomac ou dans la glycémie, donc le taux de sucre dans le sang, c'est aussi la taille des portions. Quand on vous donne une petite assiette bien étalée, et bien remplie, eh bien vous avez l'impression que vous avez bien mangé. Quand on va vous donner par exemple une verrine un petit peu mince comme ça et haute, vous avez l'impression qu'il n'y a rien dedans, alors qu'il peut y avoir les mêmes quantités. Donc en fait, la satiété, c'est aussi tout ça. C'est le bruit qui fait autour de vous pendant que vous mangez, c'est les gens avec qui vous mangez, etc. Donc en fait, il ne faut pas toujours accuser le mangeur, il ne faut pas toujours accuser celui qui produit l'aliment. Hein. Donc la nutrition, c'est pas ça. La nutrition, c'est vous qui ouvrez la bouche, hein, c'est personne d'autre. Hein. Catherine, question quand même importante. Est-ce que manger équilibré coûte cher ? Coûte plus cher que de manger moins équilibré ? C'est la question quand même que se posent les consommateurs. Alors ça, Est-ce que ça va me coûter plus cher de bien manger ? Ça, c'est une question qui est récurrente. Parce que c'est aussi une question de temps. Il faut faire il y a l'achat des aliments, et puis si on cuisine soi-même, c'est du temps. Et le temps, c'est de l'argent d'une certaine façon. Il faut pouvoir y consacrer du temps. Et puis, ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'aliments qui sont très denses en calories, qui sont des aliments bon marché. Oui. Donc, effectivement, manger de façon équilibrée pour un coût raisonnable ou faible, c'est quelque chose qui demande une stratégie et qui est effectivement pas forcément le plus évident à mettre spontanément, à mettre en place. Mais c'est possible. C'est possible, mais c'est une stratégie. Mais c'est une stratégie, oui.
Oui, Béatrice? En fait, manger équilibré ne coûte pas plus cher. Il faut juste en faire, que ce soit un sujet et que la personne se soit penchée sur ce sujet-là. Parfois, il faut cuisiner un petit peu, mais pas forcément. En revanche, c'est vrai que les aliments qui sont prêts à l'emploi sont effectivement forcément plus denses. Et si vous les mangez dans les mêmes quantités que des aliments un peu bruts, eh bien à ce moment-là, vous avez consommé 30-40% d'énergie en plus. Et bon, si vous ne prenez pas garde, voilà. Ça peut se produire. Après, les gens qui mangent plus qu'ils ne devraient, souvent ils le font pour d'autres raisons que simplement ça. Hein. Donc c'est une question de praticité. Après, si vous voulez, quand vous avez une vie active, des enfants, et que vous arrivez à la maison le soir et qu'à 8h du soir, il faut faire des carottes râpées, bah, c'est vrai que parfois, c'est bien plus simple de sortir une barquette où il y a juste des carottes râpées avec de la sauce dessus, plutôt que de les râper vous-même. Bon, bah, ce gain-là, ça va vous prendre quoi? Il y aura 10 minutes, un quart d'heure de différence, mais après tout, c'est aussi, vous savez, la tranquillité de se dire, bah, j'ai des carottes râpées, je sors mes carottes râpées. Bon, c'est pas parce que vous avez acheté des carottes râpées que c'est la fin du monde, et voilà. Donc, il faut aussi pouvoir faire appel. Je pense qu'il faut déculpabiliser, faire appel à des produits qui sont déjà prêts à l'emploi. Mais par contre, effectivement, lorsque vous achetez certains produits qui sont déjà prêts, ils sont souvent plus denses que ce que vous auriez fait à la maison. Donc, il faut simplement apprendre. Il faut un mode d'emploi nutritionnel de ces nouveaux aliments préparés. Et le mode d'emploi nutritionnel, il est donné par les parents en petite enfance. Et tout ça, ce sont des produits que vous n'aviez pas dans votre petite enfance et que donc on n'a pas pu vous apprendre comment les utiliser. Donc la pizza, par exemple, comment je mange une pizza? Est-ce que la pizza, elle suffit? Combien il faut que j'en mange? Quelle pizza? Comment choisir une bonne pizza? Tout ça, vous n'avez jamais appris. Quand on était petit, on n'a jamais appris. Donc il faut aujourd'hui apprendre aux enfants à choisir ce type de produit et comment je les mange. C'est le mode d'emploi nutritionnel de ce type de produit. Merci. Dernière question avant de prendre les questions de la salle. Catherine, où y a-t-il le plus de valeur à ajouter pour les industriels aujourd'hui à apporter dans les produits? Est-ce que c'est dans la composition des produits? Est-ce que c'est dans la texture des produits? Est-ce que c'est dans les conditionnements? À travers le programme Optifel, vous avez embrassé toute la chaîne et vous êtes allé même jusqu'à la logistique. Donc, où est-ce qu'il y a le plus à apporter aujourd'hui, selon vous? C'est une colle. C'est une question difficile. Où est-ce qu'il y a le plus à apporter en termes de... qu'est-ce qu'on se dit qui devrait apparaître? Où est-ce qu'il y a le plus de manque, le plus de besoins encore? Je pense que ce que vous disiez sur les conditionnements et les packaging, c'est très intéressant. L'appréhension des produits, la force des personnes âgées n'est pas la même. Est-ce qu'il y a suffisamment de prises sur des bouteilles à ouvrir, des choses comme ça? Oui, je pense que ces aspects qu'on néglige, de service et de conditionnement, c'est des choses sur lesquelles il y a beaucoup encore à faire, sur lesquelles on peut industriellement avoir des solutions. On voit des choses qui apparaissent. Après, il faut réussir à bien le gérer en termes également. Il y a une forte pression sur le poids des emballages, les proportions d'emballage dans l'agroalimentaire. Réduire les Donc il faut arriver à le gérer parce que d'un point de vue spontanément, je vois que dans ce qu'on avait fait dans Optifel, avec la notion de pouvoir adapter de façon individuelle, spontanément, on a tendance à aller vers des conditionnements individuels, donc beaucoup de conditionnements. Donc comment est-ce que ça peut être géré plus globalement avec en même temps cette question du poids et de la proportion des emballages? Ça, c'est vraiment une question difficile où il faut réussir à placer le curseur. Béatrice, même question. Pardon, vas-y Sophie, excuse-moi. Je voudrais juste ajouter qu'il y a une expérience très enrichissante qui est proposée, c'est de se mettre dans la peau d'une personne âgée et d'aller faire ses courses en magasin. Et donc on enfile une espèce de combinaison, il y a des élastiques partout, il y a des poids, il y a un masque pour vous. Et là on vous dit allez-y, prenez le caddie, allez faire les courses. Et donc tout est un effort en fait. Et là on se rend vraiment compte que les produits ne sont pas adaptés et qu'il y a vraiment une grosse démarche à faire, ne serait-ce que pour la lisibilité des étiquetages, mais aussi pour aller l'attraper sur une étagère, etc. Donc ça, j'encourage tout le monde à faire cette expérience-là parce qu'effectivement, on sort de là vraiment enrichi. Et où peut-on faire cette expérience? C'est à Dijon. À Dijon, d'accord. Et puis une chose toute bête, souvent quand on va parler de personnes âgées, on parle de ménages de une ou deux personnes. Eh ben, quand on va faire les courses, très souvent, on se retrouve avec des emballages qui sont des gros volumes, qui sont des choses qui sont vraiment pas adaptées à des petits ménages. Des petits ménages, oui. Parfait.
Béatrice, vous vouliez ajouter quelque chose? On va prendre les questions de la salle de toute façon. Oui, juste, c'est vrai que pour un industriel, la façon d'augmenter ses marges, c'est d'apporter un service, puisque de toute façon, on se rend compte que les parts d'estomac se sont amenuisées. Donc même si on vit plus longtemps, donc on a un estomac qui vit plus longtemps, mais les parts d'estomac se réduisent. Et donc une façon pour apporter de la valeur ajoutée, c'est la valeur service. Qui peut être apportée par toute facette. Donc ça peut être une intelligence nutritionnelle, un goût, un made in France, un packaging amélioré, une distribution plus adéquate, enfin tout ce qui est service, c'est à ce moment-là qu'on peut gagner. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Alors, avez-vous des questions pour nos deux intervenantes sur ce thème? Un micro va passer dans la salle. Allez-y, n'hésitez pas. Oui. Je vous demanderai juste de vous présenter et de poser votre question. Merci. Oui, Loïc Roger, Société LRBVA. Est-ce qu'il y a dans votre étude, vous mettez en évidence un resserrement des préférences alimentaires chez les personnes âgées par rapport aux adultes? Alors, un resserrement des préférences alimentaires, pas vraiment. Ce que l'on voit, c'est qu'on a une néophobie qui est bien présente et des préférences qui sont accentuées, mais au niveau individuel. Donc ça ne veut pas dire que les personnes âgées, globales, en tant que population prise par rapport à une population d'adultes, ont des préférences plus centrées, mais que chacun va être plus difficile. Mais chacun de façon différente. Et avec quand même une gamme de consommation qui est plus large que ce qu'on a pu voir, enfin, d'après ce que me disent mes collègues de Dijon, chez les adolescents et les jeunes adultes. Ça rend un peu plus difficile pour les industriels une offre, non? Alors, ce que j'en pense, c'est qu'effectivement, il faut que l'offre soit conçue tout de suite comme une gamme avec des goûts différents. Et ça veut dire aussi que le produit unique européen pour tous les seniors n'existe pas. Ça veut dire que, par contre, on a toujours le fil rouge commun, mais en dehors de la carotte, si vous voulez, il n'y a pas de salut. Hein, donc, Bonjour, mon nom est Gilbert Vuillemin de Une Bonne Santé à Genève. Vous avez parlé de valeur nutritionnelle et je parle de valeur énergétique. Si on imaginait consommer 2 piles électriques, une chargée et l'autre plate, on n'a pas forcément le même résultat si on mange une pomme ou une tomate, puisqu'on a des tomates Déméter, par exemple, ou des tomates hors sol. Est-ce que vous avez tenu compte de la valeur énergétique des produits ? alors, vous parlez de quoi? Du projet Optifel? Oui, est-ce que c'est un paramètre qui entre en ligne de compte de faire une La différence entre les calories technique, hein. La valeur énergétique en termes d'apport calorique ou la valeur énergétique en termes de consommation, en termes plutôt environnemental, dans la production de la matière première? Dans la biodisponibilité du produit consommé. On peut manger un légume, par exemple, qui va contenir beaucoup de fer, et finalement, ce fer n'étant pas absorbé ou absorbable, eh bien, on a mangé beaucoup pour rien. Alors, À cause du mode de production, c'est ce que vous vouliez dire? Non. Le mode de production entre fortement en ligne de compte, mais voilà. aussi la bonne connaissance des produits eux-mêmes qu'on consomme. Je prétends que si on mettait dans nos véhicules le même genre d'aliments qu'on met dans nos estomacs, il n'y a aucune voiture qui roulerait. D'accord, ok. Non, en fait, là, dans le projet Optifel, si vous voulez, l'objectif, comme on vous l'a expliqué, c'était de mettre au point des produits de fruits ou de légumes pour les seniors, parce qu'on se rendait compte que les seniors, surtout lorsqu'ils sont seuls ou lorsqu'ils sont institutionnalisés, ont tendance souvent, alors qu'ils aiment les fruits et légumes, ils ont tendance souvent à en manger moins, pour plein de raisons. Donc nous, on a essayé de mettre au point des produits avec des enrichissements nutritionnels dedans. D'accord ? Bon, voilà, c'était ça l'objectif. Alors évidemment, le goût est très important pour le senior parce que premièrement, il a lui-même une perception du goût qui s'est amenuisée au fil du temps, donc il perçoit moins. Et c'est pour ça que les tomates d'aujourd'hui n'ont plus le même temps que quand j'étais petite, forcément.
Et deuxièmement, parce que effectivement, c'est une population extrêmement fragile d'un point de vue nutritionnel et pour laquelle on évite la spirale de la dénutrition. Donc, c'est-à-dire le début du fait qu'on va commencer à se dénutrir, ne plus avoir d'appétit et partir en dépression. Et à ce moment-là, ça se passe en général assez mal. Donc, en fait, on essaye de pallier à ça avec des produits, comme on vous l'a expliqué tout à l'heure, qui sont enrichis notamment en protéines, calcium, vitamine D, et puis d'autres choses. Voilà. Merci. Y a-t-il une dernière question, peut-être? Non? Pas de questions. Alors j'en profite juste pour vous donner une petite information. J'ai demandé au panéliste Nielsen quelle était la part de marché des marques de distributeurs sur les légumes 4e gamme, puisqu'on parle de légumes. Donc les légumes, vous connaissez, prêts à l'emploi, découpés, lavés, etc. Et est-ce qu'elle était supérieure, surtout bien sûr, à la part de marché des marques de distributeurs sur le reste des produits frais PGC? Alors, à votre avis, on va faire un petit sondage comme ça, rapide. Ceux qui pensent que la part de marché sur la 4e gamme est inférieure au reste des produits de grande consommation frais libre-service. Levez le doigt. Bon. Ceux qui pensent qu'elle est supérieure. Eh bien, elle est supérieure. Je vais vous donner les chiffres. C'est 42,4% de part de marché pour le légume 4e gamme marque de distributeur, alors que les marques de distributeurs n'ont que 39,9% de part de marché sur le reste de l'univers PGC, libre-service, chiffre arrêté au 27/12/2015 sur 12 mois. Donc vous voyez que quel est le sens de cette démonstration, après ces chiffres, c'est de dire qu'effectivement, il y a une vraie place pour l'innovation en MDD et donc pour la valeur ajoutée et pour le service, ce que vous disiez tout à l'heure, puisque voilà, typiquement sur ces fruits, sur ces légumes et fruits aussi d'ailleurs, découpés, eh bien, il y a une demande en marque de distributeur avec des prix évidemment inférieurs aux marques nationales. Voilà, fin de la démonstration. Je remercie nos deux intervenantes.